Bien souvent, on me demande comment faire de la philosophie. Je connais des personnes qui sont intéressées sur le tard, comme ils me disent souvent d'ailleurs, qui n'ont pas été initiés aux notions de philosophie dans leurs jeunes années, qui n'ont pas forcément eu de cours de philosophie d'ailleurs en terminale, et qui, 40 ans, 50 ans après, se demandent ce qu'est la philosophie, et me demandent donc comment ils peuvent aborder cela. Alors j'explique toujours qu'il y a 3 manières d'approcher la philosophie. La première consiste à s'intéresser à ce que disent des personnes qui ont étudié la philosophie. Cela revient donc à participer soit à des cours de philosophie, où un prof de philosophie nous fait non pas un cours de philosophie, parce qu'en réalité les cours de philosophie sont rarement des cours de philosophie, mais des cours d'histoire de la philosophie. C'est-à-dire que dans un cours de philosophie, le prof de philosophie va nous expliquer la pensée d'un philosophe, comme Platon par exemple, ou Socrate. Mais en réalité, on est là dans le principe de connaissance. C'est-à-dire que l'on acquiert des connaissances que l'on va retenir et que l'on va pouvoir à son tour ressortir, donnant ainsi l'impression d'être philosophe parce que l'on s'approprie la philosophie d'autres personnes. Alors dans le même registre, il y a bien entendu également les conférences de philosophie qui sont très intéressantes sur un sujet donné, bien souvent avec un auteur ou des auteurs références auxquels se réfère le conférencier pour exposer ce qu'il a à exposer. Mais encore une fois, de même que dans le cours de philosophie, on ne va pas faire de la philosophie à proprement parler, mais plutôt parler de la philosophie d'autres personnes. Il s'agit là du premier niveau où on s'intéresse aux idées des autres que l'on va s'approprier et que l'on va utiliser telles quelles. À ce stade-là, on n'est bien entendu pas un philosophe, on est quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie et c'est très important de le savoir. Vient ensuite une deuxième étape où l'on essaie à son tour de participer à un débat philosophique alors que l'on n'est soi-même pas capable de diriger ce débat. C'est ce que l'on trouve sous la forme du café philo. Alors, concernant le café philo, ce qu'il faut savoir, c'est que la technique du café philo implique qu'il y a une personne qui mène le débat et qu'à partir de ce moment-là, on n'a non plus affaire à une pensée philosophique, la pensée de quelqu'un, mais à une réflexion philosophique sur un thème. Ce qui implique que si la réflexion est menée de manière philosophique, il y a donc réflexion contradictoire avec les différents points de vue que l'on peut avoir sur un sujet, sur un questionnement et donc une problématique donnée, permettant d'envisager tout le spectre de ce que l'on peut penser, de ce que l'on peut dire sur une question donnée. Et c'est ainsi que l'on rentre là dans un mécanisme philosophique, dans un processus philosophique qui consiste donc à se détacher de nos a priori, de nos préjugés et de savoir écouter des points de vue contradictoires. Alors comment cela s'exprime-t-il lors des cafés philo ? Eh bien tout simplement à travers la réflexion qui est menée de manière très méthodique grâce à la personne qui mène le débat et qui permet donc aux différents points de vue de s'exprimer au travers des personnes qui sont présentes et qui participent à ce café philo. Ce qui est intéressant, c'est que les différents points de vue sont non seulement expliqués, mais doivent être écoutés par tous les participants. Cela est donc une première formation philosophique permettant d'avoir une approche réellement philosophique. Car lorsque l'on commence à maîtriser la notion de café philo, cela
nous autorise de reproduire cette manière d'être dans nos cercles personnels, familiaux, éventuellement professionnels, en demandant aux différentes personnes de notre entourage de savoir écouter l'autre, ce qui ne veut pas dire que l'on cautionne ce qu'il dit ou que l'on est d'accord avec ce qu'il dit, mais dans tous les cas, ce qui implique une écoute du point de vue de l'autre, à qui on demande également de savoir écouter les autres qui auront su l'écouter. Et donc par cette discipline d'écoute, des points de vue qui sont parfois très différents et qui doivent être différents pour qu'il y ait justement cette réflexion contradictoire, eh bien on commence à rentrer dans le mécanisme de la philosophie. Mais ce mécanisme de la philosophie va nous transformer superficiellement. C'est-à-dire que nous allons accepter certains principes de base qui sont principalement l'écoute méthodique, l'acceptation du fait que l'on puisse penser différemment, et c'est déjà énorme. Mais cela ne va pas transformer réellement en profondeur ce que nous sommes. Cela va certainement améliorer nos relations sociales. Cela va nous permettre d'être plus tolérants avec les autres. Cela va nous permettre d'avoir de meilleures relations de manière générale. Et c'est déjà très important. Mais cela est axé sur le monde extérieur. Nous sommes là dans une démarche qui permet de nous positionner différemment par rapport au monde extérieur. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas véritablement de transformation intérieure. Il y a une transformation par rapport au monde extérieur que l'on côtoie. La transformation intérieure procède d'une toute autre méthode qui est la méthode que l'on trouve dans les sociétés initiatiques. Et on arrive là au troisième stade. Et alors là, par contre, eh bien la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce qu'une société initiatique? Et c'est là que tout le monde se pose la question. Et en fouillant bien, en grattant bien, eh bien j'ai fini par trouver une réponse dont je vais vous faire la démonstration. Car expliquer quelque chose, convaincre éventuellement est une chose, mais faire la démonstration est une toute autre chose. Et je sens bien entendu penser comment peut-on faire la démonstration de ce qu'est une société initiatique. Et vous allez voir, c'est très simple pourtant. Alors tout d'abord, commençons par le commencement. D'où vient initialement la notion d'initiatique, c'est-à-dire initier quelqu'un à quelque chose, un mystère, un secret, une méthode. D'où cela vient-il à l'origine? Et pourquoi les sociétés secrètes existent-elles depuis la nuit des temps? Pour comprendre cela, il faut se remettre dans le contexte des humains qui vivaient il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. De par le monde, je prendrai l'exemple de notre pays, de la même manière que de la Rome antique, de la Grèce antique, où ont fleuri des sociétés initiatiques de toutes sortes, et puis bien entendu avant cela, de l'Égypte antique ainsi que de la Mésopotamie. À ces époques-là, le monde était dangereux. Le monde était dangereux principalement à cause des envahisseurs. On n'était jamais à l'abri de troupes armées qui pouvaient arriver pour massacrer tout le monde, pour réduire les personnes qui n'avaient pas été tuées en esclavage, pour leur faire subir tout ce qui était imaginable. Et donc, il fallait se prémunir, il fallait se prévenir. Et pour cela, tout naturellement, les personnes se sont regroupées entre chefs de village, entre personnes de confiance appartenant à des corporations de métiers identiques, par exemple. Mais dans tous les cas, les personnes en sont venues à se regrouper en catimini, secrètement, pour se prévenir des dangers d'un côté, pour se transmettre des secrets de fabrication d'armes, par exemple. Et pour comprendre cela dans notre monde, reprenons l'époque de Philippe d'Orléans.
qui était donc le régent à l'époque du roi Louis XV, à cette époque-là, il y avait un cardinal qui était le cardinal Dubois. Et on sait très bien qu'à cette époque-là, les cardinaux, les hommes d'église n'étaient pas forcément très chastes, voire même usés et abusés de leur pouvoir, de telle manière que le pauvre peuple ne pouvait pas se défendre contre un cardinal qui troussait les jeunes filles qui passaient par là. Il fallait se prévenir de tels dangers. Alors à cette époque-là, eh bien, comment communiquait-on? On communiquait grâce aux troubadours, grâce aux ménestrels, qui étaient initiés aux moyens de communication de l'époque, qui consistaient à chanter des comptines, à chanter des histoires anodines qui contenaient des messages cachés tout simplement. Et je vais vous donner un exemple que tout le monde va comprendre extrêmement facilement. Reprenons la comptine que tout le monde connaît. Il court, le furet. Que disait-elle? Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Rien de bien particulier. Quel pouvait donc être le message caché aussi important dans cette comptine? Alors cette comptine utilisait le système que l'on a contrepèterie, que l'on appelle aussi la contrepétrie, mais en réalité c'était la contrepèterie qui consistait à intervertir des consonnes ou des groupes de lettres, voire des syllabes, pour avoir un autre sens. Nous allons donc reprendre cette comptine, il court, le furet. Il court, le furet. Nous avons court et furet. Si nous intervertissons ces deux consonnes, court et furet, au lieu d'avoir il court, le furet, nous avons il fourre, le curé. Et ça donne il fourre, le curé du bois, mesdames. Ah, le curé du bois, mesdames. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'à l'époque, il y avait un cardinal connu pour ses phrases, qui n'était autre que le cardinal du bois. Ça commence à prendre du sens. Il court le furet, c'est une chose. Il fourre, le curé du bois, mesdames. Là, ça commence à devenir intéressant. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Il est passé par Paris, il passera par Toulon. Imaginons. Bon, ça faisait loin, hein. Le trajet n'était pas aussi distant à l'époque, mais imaginons. Le danger est là, et il se dirige dans telle direction. Attention, mesdames, restez chez vous. Imaginez qu'un message pareil ne pouvait pas être diffusé en clair, comme on dirait maintenant. Mais entre il court, le furet du bois, mesdames, ce qui ne veut rien dire. Et il fourre, le curé du bois, mesdames. Il est passé par telle ville et il passera par telle autre ville. Là, ça prenait tout son sens. Et les troubadours qui se déplaçaient de ville en ville et qui précédaient le danger, prévenaient la population d'un danger qui se préparait, tout simplement. Quel que soit le danger. Alors là, nous avons ce danger des frasques du curé du bois de l'époque de la régence de Louis XV, Philippe d'Orléans. Mais la contrepèterie, ou la contrepétrie comme on dirait maintenant, est un procédé parmi les différents procédés initiatiques, secrets, qui pouvaient exister pour délivrer des messages secrets, cachés, qui ne pouvaient être compris que par les initiés. Et n'étaient initiés que les personnes de confiance. Il suffisait bien souvent qu'il y en ait une seule dans une assemblée, dans une ville, dans un village, pour que l'ensemble de l'assemblée, de la ville ou du village soit prévenu d'un danger qui pouvait par exemple être l'arrivée imminente d'une troupe qui aurait décimé l'ensemble de la population, par exemple. Et c'est comme ça que cela marchait. C'est comme cela qu'a fonctionné toute l'Antiquité, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie pour les sociétés que je connais le mieux. Mais partout dans le monde, cela a fonctionné de la sorte. Cela a fonctionné grâce à des sociétés qui se cachaient, qui étaient des sociétés secrètes. Et cela a été une question de survie, bien entendu.
Et donc dans ces sociétés secrètes initiatiques, on était donc initiés au moyen de comprendre les messages cachés, parfois cachés avec des procédés très compliqués, de manière à ce que cela ne soit pas décodé et que la personne qu'on comprenait ne soit pas non plus détectée, parce que bien entendu, sinon c'était sa vie qui était mise en danger immédiatement, par les espions de la force adverse qui éventuellement préparait une invasion, et cela a été l'histoire de toute notre histoire de l'humanité. Donc cela a été présent en permanence, et donc les sociétés secrètes initiatiques qui initiaient à ces moyens de survie étaient des sociétés qui ont permis tout au long de l'existence de notre humanité de se défendre contre les calamités qui pouvaient s'abattre. Voici donc faite la démonstration et non pas l'explication de ce qu'est une société initiatique à la base. Alors, est-ce toujours ainsi aujourd'hui? Eh bien, il suffit de réfléchir au message codé que nous connaissons désormais tous et livré par la radio de Londres pour prévenir les Français d'un débarquement imminent, par exemple, ou de différentes choses. Nous avons tous vu cela dans différents films. Eh bien, nous avons ni plus ni moins ici ce même procédé qui était utilisé lors de la régence de Philippe d'Orléans, de la même manière que je pourrais donner une foule d'autres exemples qui ont fait toute notre histoire humaine, quelle que soit la période. Voici donc de manière concrète ce que fut une société initiatique et ce qu'est toujours aujourd'hui une société initiatique digne de ce nom. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les secrets délivrés par les sociétés initiatiques étant totalement hors de portée de la population non initiée, celle-ci ne peut pas imaginer sur quoi portent ces secrets. Cela peut porter sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà, sur tout un tas de choses, sur des secrets de fabrication, sur une foule de choses que la population n'imagine même pas. Et c'est le but, parce que sinon cela ne serait pas secret. Et on peut donc bien imaginer que si certaines sociétés secrètes sont dénommées actuellement sociétés discrètes et non pas secrètes, cela est peut-être pour mieux cacher l'existence même de sociétés qui, elles, sont véritablement secrètes, mais en dévoilant l'existence de ces sociétés secrètes, sous prétexte qu'elles ne sont pas vraiment secrètes, mais qu'elles sont discrètes, eh bien cela est peut-être le meilleur moyen de réellement cacher de vraies sociétés secrètes dont on n'imagine peut-être absolument pas l'existence au niveau de la simple population. On peut donc se dire que la société secrète est quelque chose qui a toujours existé, qu'il n'y a aucune raison que cela n'existe pas à notre époque comme cela a toujours existé. Il n'y a aucune raison, non seulement qu'elle n'existe pas, mais de plus qu'elle n'ait pas exactement les mêmes vocations et les mêmes utilités qu'elles ont toujours eues. Bien entendu, pour la personne non initiée, elle ne connaît ni comment cela a eu fonctionné, ni comment cela fonctionne aujourd'hui, ni même que cela fonctionne ou existe. Donc forcément, et je parle là des véritables sociétés secrètes, dont on ne connaît peut-être pas l'existence, ou qui se cachent peut-être derrière une société discrète, qui permet de voiler l'existence de la société secrète qui est derrière. Peut-être. Qu'en savons-nous? Dans tous les cas, rappelons une chose, c'est que lorsque quelqu'un est connaisseur d'un sujet, comme dans l'exemple que j'utilise très fréquemment, du docteur en astrophysique, qui va intervenir dans une classe de CP pour parler des étoiles, eh bien il va leur parler des étoiles d'une manière extrêmement intéressante et passionnante à leur niveau. Et si ce même professeur docteur en astrophysique
fait le lendemain même intervention sur le même sujet auprès d'élèves de 6e, eh bien il ne va pas du tout leur en parler de la même manière que ce qu'il a eu fait la veille avec des élèves de CP. Et de la même manière, si ce même docteur en astrophysique fait une intervention sur le même sujet, sur les mêmes étoiles, à des élèves de terminale, il en parlera encore différemment que la veille et l'avant-veille. Et si pour finir, il fait une intervention en astrophysique à des thésards en astrophysique, eh bien il va encore aborder le sujet totalement différemment. Nous voyons donc que lorsque l'on parle d'un sujet, eh bien on va forcément s'adapter aux personnes à qui on en parle. Et donc l'exemple de la contrepèterie que je viens de donner est une manière extrêmement simple et basique de faire comprendre ce qu'est une société secrète et donc une société initiatique.